Mon fiancé infidèle m'a envoyé un texto une semaine avant le mariage, rappelle-moi la date. J'ai répondu, ne t'en fais pas pour ça. Ensuite, j'ai annulé le mariage et j'ai utilisé la compte pour une fête de la liberté. Quelques minutes plus tard, son père hurlait au téléphone après que sa carte a été refusée. Mon nom est Rebecca Mcmillian. J'ai 32 ans. Et il y a une semaine, je pensais que j'étais sur le point d'épouser l'homme avec qui j'étais depuis près de 5 ans. Je croyais que notre mariage serait le tournant où toute la fatigue, la planification sans fin, les compromis et les doutes en vaudraient enfin la peine. Au lieu de cela, c'est devenu la semaine où tout ce que je croyais savoir s'est effrité entre mes mains comme du papier sec. Tout a commencé un mardi après-midi, à J7 du mariage. J'étais dans mon petit appartement, entouré par le chaos. Des plans de table couvraient la table basse. Des contrats de prestataires à moitié signés gisaient en piles inégales. Mon ordinateur portable bourdonnait de mes sans réponse du fleuriste, du DJ, du photographe. J'avais la tête qui battait par manque de sommeil. Planifier ce mariage ressemblait moins à de la joie qu'à un deuxième emploi à plein temps. Un emploi pour lequel je n'avais pas postulé. Carlos, mon fiancé, était censé être mon partenaire dans cette aventure. Au lieu de cela, il s'éloignait de plus en plus au fil des mois. Il rentrait tard avec des excuses vagues. Il gardait son téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. Chaque fois que j'essayais d'exprimer mon inquiétude, il me repoussait. « Rebecca, tu réfléchis trop encore. C'est juste le stress. » Ou pire, il retournait la situation, m'accusant d'être paranoïaque, de créer des problèmes à partir de rien. Mais je voulais le croire. Je voulais la fin de conte de fées qu'on m'avait promise. Alors, je me suis convaincu que c'était juste le trac d'avant-mariage, juste la nervosité, juste moi. Le mariage n'était pas seulement le nôtre non plus. Ses parents, Anthony et Margaret, le traitaient comme leur vitrine sociale personnelle. Ils étaient riches, sophistiqués et implacables. Ils voulaient la grandeur, la perfection. Leur liste d'invités était remplie d'investisseurs, de vieux amis, de personnalités mondaines. Chaque détail concernait leur image, pas mon histoire d'amour. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par payer la majeure partie de la facture. C'était ma première erreur. Ma deuxième a été d'ajouter Carlos comme utilisateur autorisé sur ma carte de crédit, strictement pour les dépenses du mariage. J'aurais dû être plus prudente. Ce mardi après-midi, alors que j'essayais de finaliser le programme musical, mon téléphone a vibré. Un texto de Carlos. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il prenait enfin des nouvelles des fleurs ou de la musique. Peut-être même quelque chose de doux, « je t'aime », pour apaiser la tension. J'ai déverrouillé mon téléphone. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Hey, question bizarre, lol. Mais rappelle-moi la date du mariage encore. Je l'ai lu une fois, puis deux, puis une troisième fois, priant pour que les mots se réarrangent en quelque chose de moins absurde. Mais ils ne l'ont pas fait. Mon cœur n'a pas seulement sombré. Il a plongé directement à travers le sol. La pièce a basculé. Mon estomac s'est soulevé comme si j'étais au bord d'une falaise sans sol sous mes pieds. À une semaine du jour qui était censé définir notre avenir, et il ne connaissait pas la date. Ce n'était pas de l'oubli. Ce n'était pas une mauvaise blague. C'était la confirmation finale de quelque chose que mes tripes me hurlaient depuis 1 an. Carlos n'était pas là avec moi. Pas vraiment. J'ai titubé jusqu'à la cuisine, m'agrippant au comptoir jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mon pouls battait si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. C'est peut-être une blague, me suis-je murmuré. Peut-être qu'il me taquine. Peut-être qu'il est juste distrait. Mais même alors que les mots quittaient mes lèvres, je savais qu'il devait y avoir une autre explication, me disais-je. Mais au fond de moi, je savais. Pendant 5 ans, j'avais respecté sa vie privée. Son téléphone, ses mots de passe, son espace, je n'avais jamais franchi cette ligne. Mais là, debout, avec ce texto me brûlant la main, le respect semblait un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Notre tablette partagée chargeait dans le salon. Son téléphone y était synchronisé. Ma main tremblait si fort que j'ai dû taper son mot de passe 3 fois avant qu'il ne s'ouvre. Et puis c'était là, une conversation, une longue, avec une femme nommée Linda. J'ai fait défiler, le souffle coupé à chaque mouvement de mon doigt. Des semaines, non, des mois, des plans de rendez-vous secrets, des réservations d'hôtels, des photos que je ne pourrai jamais effacer de mon esprit.
Mais ce ne sont pas les images qui m'ont brisé. C'étaient les mots. Un message de Linda envoyé la veille au soir. Tu vas vraiment jusqu'au bout avec ce mariage? Quitte-la, enfin. Sa réponse, moins d'une heure avant qu'il ne m'envoie son texto. Je dois le faire. C'est trop compliqué à expliquer, mais après, ce sera notre tour. Je te le promets. J'ai laissé tomber la tablette sur le canapé comme si elle m'avait brûlé. La nausée dans mon estomac s'est transformée en quelque chose de vif et de plus froid. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas le stress. C'était une trahison, délibérée et cruelle. Ma première réaction a été la panique. Ma seconde a été un chagrin d'amour si profond que j'ai cru qu'il pourrait me tuer. Mais alors, quelque chose en moi a basculé. Le chaos dans ma poitrine s'est refroidi, se cristallisant en une clarté limpide. Le mal était déjà fait. La tempête avait déjà tout détruit. Il ne restait plus qu'à gérer les débris. Mes mains étaient stables maintenant. D'abord, j'ai répondu au texto de Carlos. Ne t'en fais pas pour ça. Ensuite, j'ai appelé le lieu de réception, le domaine historique avec sa salle de bal en marbre et ses jardins manucurés, celui qui m'avait coûté une petite fortune en acompte. Ma voix était calme, presque trop calme, lorsque j'ai dit à la directrice, Betty, que le mariage était annulé. Elle a exprimé sa sympathie, puis m'a gentiment rappelé que l'acompte de $25 000 n'était pas remboursable, mais elle a mentionné que j'avais un crédit valable 1 an pour le lieu. Je l'ai remerciée, j'ai dit que j'y penserais, et j'ai raccroché. Deuxièmement, j'ai appelé ma compagnie de carte de crédit. J'ai dit au représentant de retirer Carlos immédiatement, que son accès était révoqué. À compter de maintenant, sa carte serait refusée. Une nouvelle carte, un nouveau numéro, était en route pour moi. Au moment où j'ai raccroché, ma respiration était régulière, mon pouls stable. Le chagrin d'amour était toujours là, oui, mais enfoui sous lui, il y avait autre chose, de la résolution. Je savais que la tempête ne faisait que commencer. Carlos, ses parents, toute la façade. Ils allaient m'attaquer avec tout ce qu'ils avaient. Mais pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas peur. Le premier appel est arrivé moins de 20 minutes après que j'ai révoqué l'accès de Carlos à ma carte. Mon téléphone s'est allumé avec le nom de son père, Anthony Whitfield. Il n'était pas seulement le père de Carlos. C'était le genre d'homme qui croyait que sa voix pouvait ordonner autant de changer. Je pouvais presque entendre la fureur irradier à travers le téléphone avant même de décrocher. « Rebecca, qu'est-ce qui se passe, au nom de Dieu ?» Ce n'était pas une question. C'était une accusation, nette et retentissante. J'ai tenu le téléphone à 1 pouce de mon oreille. « Bonjour, Anthony. » Mon ton était dénué de toute chaleur. Le mariage est annulé. Il y a eu une pause étranglée, puis une explosion. Annulé. Ne sois pas ridicule. La carte de Margaret vient d'être refusée. Refusée chez le tailleur. Elle payait pour le dernier essayage de Carlos. Tu essaies de nous humilier, n'est-ce pas? J'ai fermé les yeux, pressant mes lèvres en une ligne fine. Ce n'est pas un coup monté. Il n'y a pas de mariage. Cette carte était pour les dépenses du mariage. Il n'y a plus de dépenses de mariage. J'ai fermé le compte. Tu ne peux pas juste. Sa voix s'est brisée, un bégaiement d'incrédulité. Tu comprends? Les faire-part ont été envoyés. Nous avons des gens qui viennent de 3 pays différents. Tu n'as pas le droit d'annuler ça. Si, j'en ai le droit, ai-je dit doucement, puis plus fermement. C'est fait. Avant qu'il ne puisse cracher un autre mot, j'ai mis fin à l'appel. Le silence qui a suivi était assourdissant, le genre de silence qui vous fait siffler les oreilles parce que votre corps se prépare à un autre coup. Je suis resté près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville et pendant un instant, je n'ai rien ressenti du tout, juste le vide. Mais la tempête n'avait même pas commencé. Les 24 heures suivantes ont été un siège. Appels, messages vocaux, textos de Carlos, de ses parents, de numéros inconnus, chacun plus frénétique, plus agressif que le précédent. Mon téléphone vibrait si constamment que je l'ai finalement mis en mode ne pas déranger et l'ai posé face contre table. À 23 heures, on a martelé à ma porte. « Rebecca, Rebecca, ouvre, s'il te plaît. » La voix de Carlos, rauque et frénétique. J'étais assise sur le canapé, fixant les ombres sur le mur, mes genoux ramenés contre ma poitrine. La performance a commencé.
D'abord, les supplications. Rebecca, bébé, s'il te plaît, parle-moi. Ouvre juste la porte. On peut arranger ça. Puis la confusion. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. C'est de la folie. Ouvre. Puis la colère, les poings martelant plus fort contre le bois. Tu ne peux pas juste me mettre à la porte de ma propre vie. Tu m'entends? Et enfin, les sanglots, du genre manipulateur et théâtral qui avaient autrefois touché mon cœur. Tu me brises le cœur, Rebecca. Comment peux-tu être si cruel? J'ai pressé mes mains sur mes oreilles. Je n'ai pas bougé. Finalement, après près d'une heure, les coups se sont estompés. Les bruits de pas se sont éloignés. Le silence est revenu. Mais le silence ne signifiait pas la paix. Le lendemain matin, un email de Margaret attendait dans ma boîte de réception. C'était un chef-d'œuvre de manipulation, une forme d'art qu'elle avait perfectionné, dissimulée sous un air de préoccupation, dégoulinante de venin. Les premières lignes feignaient la sympathie. Nous sommes profondément inquiets pour toi, Rebecca. De toute évidence, tu es sous un stress énorme, et nous craignons que cela n'affecte ton jugement. Mais le masque a vite glissé. Les paragraphes du milieu brûlaient de rage. Comment j'humiliais leur famille, comment je causais une détresse émotionnelle importante à Carlos, comment je créais un désastre financier aux proportions épiques. Et puis le coup de grâce. Je ne sais pas ce qui t'a pris, Rebecca, mais cette crise de nerfs égoïste a assez duré. Tu es une femme adulte. Tu dois réparer ce que tu as cassé. La réputation de notre famille est en jeu, ma crise de nerfs égoïste. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'ils ne paniquaient pas à cause du chagrin de Carlos ou même à cause de moi. Ils paniquaient pour eux-mêmes, leur image, leur façade soigneusement construite. Ils lançaient une campagne de communication, et j'étais la méchante qu'ils comptaient crucifier pour sauver leur histoire. À midi, ma sœur Samantha est arrivée à mon appartement, portant des sacs de plats à emporter comme une armure. Derrière elle, ma meilleure amie, Maya, tenait en équilibre 2 bouteilles de whisky. Provision d'urgence, a annoncé Maya, refermant la porte d'un coup de botte. Au moment où je les ai vus, ma poitrine s'est fendue. Les larmes que j'avais retenues depuis 36 heures ont coulé à flot. Samantha m'a prise dans ses bras en me chuchotant, « Tu n'as pas apporté ça toute seule. » Nous nous sommes assises en tailleur sur le sol du salon, des cartons de nouilles grasses étalés entre nous. Du whisky versé dans des tasses dépareillées. Pour la première fois, je me suis permis de tout dire à voix haute. Le texto, l'infidélité, la fraude, l'audace pure et simple de tout ça. Elles ne se sont pas contentées d'offrir leur sympathie. Elles brûlaient de colère pour moi. Maya a claqué sa tasse sur la table. Tu ne peux pas te cacher d'eux, Rebecca. Ils essaient de réécrire l'histoire et de te faire passer pour une fiancée en fuite hystérique. Tu dois reprendre le contrôle du récit. Samantha a hoché la tête avec ferveur. Et ce crédit pour le lieu de réception? C'est 20 000 $ qui dorment là. Ne les laisse pas gagner en laissant ça se perdre. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que je suis censé en faire? Organiser une fête pour moi-même? Oui, a dit Samantha sans détour. Maya a souri, les yeux brillants. Une fête de la liberté. Célèbre le fait que tu t'es sauvé de la pire erreur de ta vie. J'ai ri, un son bref et amer. Au début, l'idée semblait folle. Qui organise une fête sur les cendres de son mariage? Mais plus je restais assise là, à regarder leur visage déterminé, plus l'idée s'ancrait en moi comme une étincelle, refusant de mourir. Peut-être que ce n'était pas faux. Peut-être que c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai imaginé la salle de bal, les lustres, les tables qui avaient été dressées pour un avenir qui n'existait plus. Je l'ai imaginé rempli des gens qui m'aimaient vraiment, non pas pour les apparences, non pas par obligation, mais par loyauté. L'idée semblait juste. Pour la première fois depuis le texto, j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas du désespoir. J'ai senti la plus faible trace de pouvoir. Cette nuit-là, alors que la ville dormait dehors, je suis resté éveillé, l'esprit en ébullition. Je savais qu'Anthony et Margaret n'arrêteraient jamais. Ils iraient plus loin, me saliraient davantage, tireraient toutes les ficelles possibles. Mais maintenant, je savais aussi que je n'allais pas seulement survivre à leur tempête. J'allais reprendre le récit en main. Le matin après la discussion nocturne avec Samantha et Maya, je me suis réveillé avec un mal de tête lancinant,
non seulement à cause du whisky, mais aussi de l'avalanche de pensées qui refusaient de me laisser dormir. Mon téléphone bourdonnait toujours de notifications silencieuses, je les ignorais. Pour la première fois depuis des jours, je ne me sentais pas comme une proie. Je me sentais déterminé. J'ai enfilé un pull, me suis fait un café assez fort pour décaper de la peinture, et j'ai fixé le numéro du directeur du lieu de réception enregistré dans mon téléphone. Mon pouce a hésité un long moment avant que j'appuie sur appeler. Betty, la directrice, a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix calme et professionnelle. Bonjour, Rebecca. Comment tenez-vous le coup? Je survis, ai-je dit honnêtement. Je voulais vous poser une question à propos de ce crédit pour le lieu. Elle a hésité, gentille, prudente. Oui, vous avez 20 000 $ en dossier, valable 1 an. Vouliez-vous que je réserve quelque chose pour vous? J'ai fermé les yeux et j'ai repensé à ce que Samantha avait dit, à ce que Maya avait exigé. Reprends-le. Célèbre ta liberté. Oui, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé cette fois. Avez-vous des disponibilités dans 3 semaines? Elle a cliqué sur son clavier. La date originale est, comme vous pouvez l'imaginer, toujours réservée. Mais 3 semaines plus tard, oui, je peux vous donner la salle de bal complète. Réservez-la, ai-je dit, les mots glissant comme un couteau sortant de son fourreau. Très bien, mademoiselle Mcmillian, tout est réglé. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que je souriais. Pas un sourire joyeux, quelque chose de plus vif, de plus vivant. Poussé par cette décision, je me suis tourné vers le champ de bataille suivant, mes finances. Si Carlos et sa famille voulaient me faire passer pour instable, alors je m'armerais de vérité, de reçus, de registres, de faits, le genre de preuves qui ne pouvaient pas être transformées en hystérie. J'ai sorti 6 mois de relevés de cartes de crédit et les ai étalés sur mon bureau. Au début, les chiffres se confondaient, des colonnes de dates et de totaux, mais en les parcourant ligne par ligne, des schémas ont émergé. Des milliers de dollars dans des spas de luxe, des boutiques de créateurs, des restaurants haut de gamme, dont aucun n'avait le moindre rapport avec un mariage. Je les ai surlignés un par un, mon stylo appuyant de plus en plus fort à chaque fois, jusqu'à ce que le papier soit presque déchiré. Puis je l'ai vu. Une dépense d'il y a 3 semaines, 9 000 $ dans une galerie de meubles de luxe. Mon pouce est accéléré. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé le numéro indiqué. Résidence Mcmillian, ai-je demandé quand l'employé a répondu. Oui, Madame Mcmillian, a-t-elle répondu joyeusement. L'ensemble de salle à manger. C'est une pièce magnifique. Votre belle-mère, Margaret, a dit que c'était un cadeau de mariage surprise pour votre nouvelle maison. La livraison est prévue pour la semaine après votre mariage. Les mots étaient comme de l'acide dans mes oreilles. Margaret s'était acheté un ensemble de salle à manger à 9 000 $ avec ma carte et prévoyait de le présenter comme son cadeau pour moi. L'audace était stupéfiante. Le culot pur et simple m'a fait rire, un rire froid et sans humour qui m'a même effrayé. Annulez la commande, ai-je dit. Ma voix était stable, mais je sentais la chaleur monter dans ma poitrine. Avec effet immédiat. Bien sûr, a dit l'employé, perplexe. Devons-nous effectuer le remboursement sur la même carte? Oui, ai-je dit, et j'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Je suis resté assise en silence pendant un long moment, fixant l'imprimé de la dépense de 9 000 $. Ce n'était plus seulement de la trahison. C'était du vol, de l'exploitation, un drainage systématique de mes ressources orchestré par la famille que j'étais censé rejoindre. Et plus j'y pensais, plus cela devenait clair. Ils ne m'ont jamais vu comme un membre de leur famille. J'étais un portefeuille, un tremplin pratique et naïf pour financer leur spectacle social parfait. L'infidélité était cruelle, oui, les mensonges étaient dévastateurs, mais ça, c'était calculé. Et pour la première fois depuis le texto de Carlos, mon chagrin s'est refroidi en quelque chose de tranchant comme un rasoir. Ce soir-là, Samantha est revenue, les cheveux attachés en un chignon désordonné, des bloc-notes juridiques sous le bras. On dirait que tu t'apprêtes à partir en guerre, a-t-elle dit en me voyant entouré de feuilles de calcul et de reçus. C'est le cas, ai-je simplement répondu. Elle s'est assise, a pris un stylo et a commencé à m'aider à organiser les dépenses. Une par une, nous avons créé des colonnes, dépenses de mariage légitimes contre indulgence personnelle. La deuxième colonne s'est allongée de plus en plus jusqu'à ce que le total nous fasse siffler toutes les deux. Maya nous a rejointes plus tard, s'affalant sur le canapé avec une pizza. Alors,
Quel est le plan, mon général, a-t-elle plaisanté. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, l'épuisement tirant sur mes os, mais il y avait du feu dans ma voix. Ils pensent qu'ils peuvent me salir, me vider et s'en aller. Mais j'ai des preuves, et j'ai fini de jouer gentiment. Le sourire de Maya était diabolique. Maintenant, tu parles mon langage. À minuit, j'avais un plan qui se formait dans ma tête, pas la vengeance impulsive et destructrice que j'avais fantasmée dans les premières heures de mon chagrin. C'était différent. C'était précis. Si Anthony et Margaret voulaient protéger leur réputation plus que tout, alors je ferais de leur réputation la monnaie d'échange. En fixant la montagne croissante de preuves, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, le contrôle. Ils m'avaient sous-estimé. Ils pensaient que je me briserais en silence. Que la honte et l'humiliation me garderaient silencieuse. Ils avaient tort. La vérité était de mon côté. Les reçus étaient les miens. Et j'étais sur le point de transformer les débris qu'ils m'avaient laissés en mon arme la plus tranchante. Le week-end suivant, mon appartement ressemblait moins à une maison qu'à une salle de guerre. Des papiers empilés sur ma table de salle à manger. Des post-it marquant des chronologies, des traînées de surligneurs criant sur les reçus. C'était le genre de chaos qui, pour la première fois depuis des semaines, avait un sens pour moi. Chaque reçu était un souvenir de manipulation. Chaque relevé était un enregistrement de tromperie. Et, une fois arrangé avec soin, il racontait une histoire qu'Anthony et Margaret ne pourraient jamais déformer à leur avantage. Samantha était assise en face de moi, son stylo tapotant avec impatience contre son carnet. Bon, reprenons ça encore une fois. Feuille de calcul numéro 1. J'ai fait glisser le premier document vers elle. Inventaire des cadeaux de mariage livrés à mon appartement. Tout ce qui vient du côté de la famille de Carlos et de leurs amis. Article, valeur au détail. Le total s'élève à un peu plus de 30 000 $. Maya, affalée sur mon canapé avec son ordinateur portable, a sifflé. Ça fait beaucoup de coupes en cristal et d'argenterie monogrammées. Exactement, ai-je dit. Chacun de ces cadeaux m'appartient techniquement parce qu'ils ont été envoyés à mon adresse, mais l'étiquette exige qu'ils soient renvoyés aux expéditeurs si le mariage est annulé. Samantha a hoché la tête. Donc, soit tu les retournes discrètement, soit. J'ai terminé pour elle. Soit je les retourne avec une note. Une note polie et factuelle expliquant la raison, l'infidélité de Carlos et l'utilisation abusive de mes finances. Maya s'est redressée, les yeux brillants. Aïe. C'est chirurgical, les embarrasser un donateur à la fois. Je n'ai pas souri, mais ma poitrine s'est serrée d'une satisfaction sinistre. Feuille de calcul numéro 2, a demandé Samantha. J'ai fait glisser le deuxième dossier. Celui-ci était plus lourd, plus sombre. Chaque dépense personnelle non remboursable que j'ai engagée, étayée par des reçus, des textos et des emails. Total, 24 750 $. Elle l'a parcouru, les lèvres pincées. C'est béton, Rebecca. Le groupe non remboursable de 5 000 $ sur lequel Margaret a insisté. La sculpture de glace de leur Golden Retriever. C'était quoi? 2500 $. L'ensemble de salles à manger de 9 000 $ qu'elle a essayé de faire passer pour un cadeau. Plus les billets d'avion que tu as payés pour les cousins de Carlos. Maya s'est penchée par-dessus son épaule. Jésus, ils t'ont saigné à blanc. J'ai serré la mâchoire. Plus maintenant. La lettre est venue ensuite. La rédiger a été étrangement cathartique. Chaque phrase était une lame soigneusement affûtée. Elle commençait de manière calme et professionnelle. Anthony et Margaret, je suis en possession de nombreux cadeaux de mariage de vos amis et de votre famille. L'étiquette exige que ces cadeaux soient retournés aux expéditeurs. Chacun sera accompagné d'une note personnalisée de ma part les remerciant de leur générosité et expliquant factuellement la raison de l'annulation, l'infidélité de Carlos et l'utilisation abusive importante de mes finances. J'ai fait une pause, j'ai relu les mots et j'ai senti la piqûre de la vérité me stabiliser. Le paragraphe suivant était plus incisif. 6 juin, vous trouverez également un décompte détaillé des dépenses que j'ai engagées à votre demande directe. Le total s'élève à 24 750 $. J'ai des emails et des textos documentant chaque demande. Et puis l'ultimatum. Vous avez 10 jours ouvrables pour virer la totalité du montant sur mon compte. Si vous vous conformez, je vous retournerai les cadeaux en un seul transfert discret, sans notes explicatives.
Mon silence, en d'autres termes. Si vous refusez, je retournerai les cadeaux directement à leurs expéditeurs d'origine avec les notes jointes. Le choix vous appartient. J'ai signé. Ma main était stable. Rebecca aime ses millions. Samantha a levé les yeux après avoir relu. Ses sourcils étaient haussés. Ce n'est pas de la vengeance, Rebecca. C'est un échec et mat. Maya a souri, les dents brillantes. Et le meilleur, ce n'est pas illégal. C'est de l'étiquette. De l'étiquette stratégique et vicieuse. Un rire creux m'a échappé. Exactement. Ils accordent plus de valeur à la réputation qu'à tout le reste. Voyons combien cela vaut pour eux en dollars. Lundi matin, je me suis rendu au bureau de poste avec la lettre soigneusement glissée dans une enveloppe recommandée. L'employé l'a pesée, l'a tamponnée et l'a glissée dans le bac de départ d'un geste désinvolte. J'ai fixé le bac un instant de plus que nécessaire. Mes mains étaient froides, mais pas de peur, de finalité. Quand l'employé m'a remis le reçu de suivi, j'ai eu l'impression d'appuyer sur une gâchette. La balle était maintenant dans leur camp. Les 2 jours suivants ont été un étrange entre-deux. J'ai fait semblant de travailler, j'ai bu du café en pilote automatique et j'ai ignoré le bourdonnement constant de mon téléphone en sourdine. Mais à l'intérieur, je me préparais, j'attendais la contre-attaque. Elle n'a pas tardé. Mercredi, ma mère a appelé. Sa voix était calme, mais je pouvais entendre la tension sous-jacente. Rebecca, je viens de raccrocher avec Margaret. Bien sûr. Qu'a-t-elle dit, ai-je demandé. Que tu as eu une sorte de crise de nerfs. Que tu es confuse, émotive et que tu t'emportes. Elle pleurait, me suppliant de te raisonner. La voix de ma mère s'est durcie. Mais je lui ai dit que je connaissais déjà la vérité, que si elle voulait résoudre ça, elle devrait te parler directement. Et puis j'ai raccroché. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri sans amertume. Ma mère, la femme discrète qui évitait habituellement la confrontation, avait rembarré Margaret avec une précision chirurgicale. Elle n'a pas crié, ai-je demandé. Oh, elle voulait le faire, a dit ma mère, mais elle est terrifiée. Elle sait que tu as les preuves. C'est pour ça qu'elle essaie de faire appel à moi à la place. Plus tard dans la nuit, un long texto de Carlos est arrivé. C'était un roman, des paragraphes de désespoir. Je sais que j'ai merdé, mais je t'aime. Mes parents deviennent fous. Tu détruis notre famille. Linda ne signifiait rien. S'il te plaît, ne leur fais pas ça. Rends-moi les cadeaux. On s'arrangera pour l'argent plus tard. Ne les humilie pas comme ça. Je l'ai lu 3 fois, non pas parce que je doutais de ma décision, mais parce que j'étais frappé de voir à quel point chaque ligne parlait d'eux, de leur famille, de leur réputation, de leur panique. Pas de moi, pas de nous. Pas une seule fois. J'ai posé mon téléphone et je n'ai pas répondu. Vendredi, la lettre recommandée avait été signée. J'ai reçu la confirmation par email. Ma poitrine s'est serrée. Le compte à rebours avait commencé. 10 jours ouvrables. 10 jours avant qu'ils ne paient pour leurs péchés ou qu'ils ne me regardent démanteler leur façade pièce par pièce. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi profondément, car peu importe leur réponse, j'avais déjà gagné. Les jours qui ont suivi l'envoi de la lettre ont été parmi les plus étranges de ma vie. En apparence, tout semblait calme. J'allais au travail, répondais à des emails polis et gardais mon téléphone en silencieux, mais à l'intérieur, je comptais les jours. Chaque jour était comme un battement de tambour au loin, de plus en plus fort. Jour 1, silence. Jour 2, silence. Le 3e jour, le silence s'est rompu. Ma mère a de nouveau appelé. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas dans sa voix. Rebecca, Margaret m'a encore appelé. J'ai fermé les yeux. Et maintenant? Cette fois, Margaret n'avait pas crié. Elle avait pleuré, de vrais sanglots dramatiques que ma mère a dit être assez forts pour déformer la ligne. Elle a raconté l'histoire différemment cette fois, a expliqué ma mère. Elle a dit que tu étais confuse, que tu jetais ton avenir par la fenêtre pour un malentendu. Elle m'a supplié de te raisonner. Elle a dit que Carlos avait le cœur brisé et que tu agissais cruellement. J'ai serré la mâchoire. Et qu'as-tu dit? Ma mère a laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé qu'elle retenait. Je lui ai dit que je savais déjà tout, que tu avais les preuves et je lui ai dit de ne plus jamais appeler ce numéro. Ma gorge s'est nouée.
Tu as vraiment dit ça? Je l'ai fait. Rebecca, tu es plus forte que tu ne le penses. Ils ont peur. Je l'ai entendu dans sa voix. Pendant un instant, j'ai failli pleurer. Pas à cause de Margaret, mais à cause de ma mère. Elle avait toujours été douce, non conflictuelle. Le fait qu'elle trace cette ligne si fermement. Cela m'a rappelé que je ne menais pas cette bataille seul. Jour 5. Carlos a rompu son silence. Son texto est arrivé à minuit. Un mur de mots, désespérés et contradictoires. Je sais que j'ai merdé, mais je t'aime. Mes parents paniquent. Tu détruis notre famille. Linda ne signifiait rien. S'il te plaît, ne leur fais pas ça. S'il te plaît, ne gâche pas leur vie pour une erreur. Rends les cadeaux discrètement. On s'arrangera pour l'argent plus tard. Ne les humilie pas, j'étais assise sur le bord de mon lit, lisant et relisant. Les mots se brouillaient, mais le sens était clair. Son inquiétude n'était pas pour moi. Pas une seule fois il n'a demandé comment j'allais. Pas une seule fois il ne s'est excusé pour la trahison. Chaque phrase concernait eux, ses parents, leur réputation, leur image. J'ai posé le téléphone face contre la table de chevet. Je n'ai pas répondu. Au 7e jour, Margaret a de nouveau essayé, cette fois par l'intermédiaire d'une amie commune. Un plaidoyer soigneusement orchestré, enrobé de pitié. Elle veut juste te parler, a dit l'amie doucement au téléphone. Elle dit que tout ça a été démesurément amplifié. J'ai failli rire. Démesurément amplifié. Comme si découvrir l'infidélité de son fiancé et le fait que ses futurs beaux-parents vous siphonnent des milliers de dollars était un inconvénient mineur. Elle ne s'inquiète pas pour moi, ai-je dit froidement. Elle s'inquiète pour sa réputation. L'amie s'est tue, et j'ai su qu'elle avait compris. Jour 9. À ce moment-là, l'anticipation s'était transformée en un poids lourd dans ma poitrine. J'ai essayé de me distraire, j'ai fait de longues promenades, j'ai réorganisé mes étagères, j'ai même cuisiné un repas complet pour la première fois depuis des semaines. Mais sous tout ça, le compte à rebours continuait. Cet après-midi-là, j'étais assise près de la fenêtre, sirotant un thé tiède, quand mon téléphone a vibré avec une nouvelle alerte email. Sujet, virement entrant. Mon souffle s'est coupé, mes mains tremblaient. Je l'ai ouvert. C'était là, 24 750 $ déposés sur mon compte. Pendant longtemps, je suis resté à fixer l'écran. Je m'attendais à une vague de triomphe, à une explosion de satisfaction. Mais ce que j'ai ressenti à la place, c'était une finalité. Lourde, profonde finalité. Ils n'avaient pas payé parce qu'ils se souciaient de moi. Ils n'avaient pas payé parce qu'ils voulaient se racheter. Ils avaient payé pour une seule raison, se protéger. Pour acheter mon silence. J'ai fermé l'email et je suis resté assise dans le silence. Des larmes ont piqué mes yeux. Mais ce n'était plus des larmes de chagrin. C'était autre chose. Un étrange mélange de soulagement et de deuil. J'avais gagné, mais gagner ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme la fermeture d'une porte que je ne pourrais plus jamais ouvrir. Le jour suivant, Samantha a géré la logistique de l'échange. Anthony et Margaret ont reçu l'ordre d'apporter un camion de déménagement à un entrepôt de stockage près de mon appartement. J'ai refusé de les voir. Je ne pouvais pas le supporter. À la place, Samantha et Maya ont supervisé le transfert. Quand elles sont revenues plus tard, leur visage était pâle. « Tu as de la chance de ne pas y être allé », a dit Samantha tranquillement, posant ses clés sur le comptoir. C'était plus froid que je ne l'imaginais. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. « Ils n'ont pas dit un mot », a dit Maya. « Ni à nous, ni entre eux. Ils se déplaçaient simplement comme des robots, chargeant les boîtes dans le camion. Leur visage, Rebecca. C'était comme s'ils avaient été sculptés dans la pierre, a ajouté Samantha. Carlos était là, assis dans la cabine. Il n'est pas sorti, il fixait juste droit devant lui comme un fantôme. J'ai expiré lentement. Une partie de moi voulait ressentir de la pitié, mais la pitié était dangereuse. C'était la fissure qui laissait la manipulation revenir. Alors, je l'ai refoulé. Ce soir-là, j'ai ouvert un nouveau compte d'épargne. J'ai transféré les 24 750 $ et je l'ai étiqueté simplement « fonds d'évasion ». Pas l'argent de la vengeance, pas l'argent du silence. L'argent de la liberté. Assise là, à fixer l'étiquette, j'ai réalisé quelque chose.
Il ne s'agissait plus de les punir. Pas vraiment. Il s'agissait de me réapproprier. Ils avaient essayé de me définir comme une femme faible, une fiancée en fuite hystérique, un portefeuille à vider. Mais maintenant, je me définissais moi-même. La tempête était venue et repartie. Ils avaient crié. Ils avaient supplié. Ils avaient manipulé. Et à la fin, ils ont payé. Ils ont perdu. Et j'avais survécu. 3 semaines après que la tempête se soit calmée, je suis retourné dans la salle de bal qui devait accueillir mon mariage. Les sols en marbre brillaient sous les lustres, les mêmes lustres que j'avais autrefois imaginés projetant une lueur dorée sur le smoking de Carlos, sur ma robe, sur une première danse qui n'aurait jamais lieu. Pendant un instant, la vue a failli me briser. Un fantôme de ce qui aurait dû être flottait dans l'air. Mais ensuite, des rires ont résonné dans la pièce. De vrais rires. Des rires bruts. Samantha et Maya dirigeaient les traiteurs, réarrangeaient les tables, redonnant vie à l'espace. Au lieu de centres de table rigides et de sculptures de glace en forme de golden retriever, il y avait des fleurs sauvages dans des vases dépareillés. Au lieu d'une liste d'invités établie par Anthony et Margaret, les gens ici étaient les miens. Mes gens. Des amis qui m'avaient soutenu pendant les examens universitaires, les entretiens d'embauche, les chagrins d'amour bien avant Carlos. Des membres de ma famille qui me connaissaient non pas comme une future mariée, mais comme Rebecca, la Rebecca têtue, parfois imprudente, farouchement loyale, qui s'était enfin choisie. Ce n'était pas un mariage. C'était une réappropriation. Quand j'ai fait un pas de plus, des applaudissements ont éclaté. Quelqu'un avait accroché une bannière sur laquelle était écrit en lettres grasses, à Rebecca, enfin libre. J'ai ri malgré moi, secouant la tête. Oh mon Dieu, vous n'avez pas fait ça. Maya a fait un clin d'œil en me tendant une coupe de champagne. Absolument que si. Fais avec. La salle s'est remplie lentement, chaque personne apportant non pas une obligation mais une affection sincère. Mes collègues qui avaient discrètement pris mes quarts de travail pendant le chaos. De vieux amis qui avaient conduit des heures justes pour me serrer dans leurs bras. Même des voisins qui avaient glissé des notes d'encouragement sous ma porte pendant ces jours sombres. Partout où je me tournais, il y avait des visages souriants, non pas parce qu'ils voulaient être vus, mais parce qu'ils voulaient que je me sente vu. La soirée ne s'est pas déroulée comme une fête débridée, mais comme un rassemblement chaleureux. Il y avait de la musique, mais pas de DJ, juste une playlist que Maya avait concoctée, pleine de chansons que nous hurlions dans la voiture pendant les voyages en voiture. Les gens dansaient, mais ce n'était pas chorégraphié. C'était désordonné, joyeux, réel. Et entre-temps, je me suis surprise à respirer. Vraiment respirer. À un moment donné, Samantha m'a prise à part près du balcon qui surplombait la ville. « Tu réalises ce que tu as fait, n'est-ce pas » a-t-elle demandé doucement. J'ai haussé un sourcil. Annuler un mariage et organiser une fête pour me plaindre ? Elle a secoué la tête en souriant. Non, tu t'es sauvé. Tu as regardé un navire en perdition et tu as refusé de couler avec. Cela demande plus de courage que tu ne le penses. Ces mots se sont infiltrés en moi comme un remède. Pendant si longtemps, j'avais porté la honte d'avoir été trompé, d'avoir été manipulé, d'avoir été rabaissé. Mais ce soir, je ne ressentais rien de tout cela. Ce soir, je me sentais grande. Vers la fin de la soirée, Maya a fait teinter son verre pour attirer l'attention. Très bien, très bien. Notre fille doit porter un toast. La foule a applaudi, les voix chaleureuses et insistantes. Mon cœur battait la chamade. Je n'étais pas une oratrice née, mais quelque chose en moi m'a dit que c'était mon moment. J'ai levé ma coupe de champagne et j'ai laissé la pièce se calmer. Quand j'ai réservé cette salle de bal il y a des mois, ai-je commencé, ma voix portant par-dessus la musique douce, je pensais que ce serait la nuit la plus heureuse de ma vie. Je pensais que j'entrais dans un avenir bâti sur la confiance, la famille, l'amour. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer. Les visages se sont tournés vers moi, attendant. Mais parfois, la vie vous offre un cadeau emballé dans du feu. Parfois, ce qui ressemble au pire jour de votre vie est en fait le jour où vous devenez libre. Une vague de murmures s'est répandue dans la pièce. J'ai stabilisé ma respiration, parlant du plus profond de mes os. J'ai perdu un fiancé. J'ai perdu des beaux-parents. J'ai perdu la version de ma vie que je pensais vouloir. Mais j'ai gagné quelque chose de plus important. J'ai gagné la vérité. Et je vous ai tous gagné, vous,
les gens qui me rappellent à quoi ressemble vraiment l'amour. Ma gorge s'est nouée. J'ai levé mon verre plus haut. Alors ce soir, il n'est pas question de trahison. Ce soir, il est question de gratitude, d'amitié, de se choisir soi-même même quand cela vous terrifie. À la liberté. Et à ne jamais se contenter de moins que l'amour que nous méritons. La pièce a éclaté. Les verres se sont entrechoqués. Les voix ont rugi. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti légère. Pas la lumière fragile du déni, mais la lumière solide et brillante qui vient quand on dépose enfin un poids qu'on n'a jamais été destiné à porter. Plus tard dans la nuit, quand la musique s'est adoucie et que la foule s'est éclaircie, je suis resté seul au bord de la piste de danse. Les lustres scintillaient au-dessus de moi. La même salle de bal où ma vie était censée commencer était devenue l'endroit où je l'avais reconquise. Et étrangement, je ne pleurais pas ce qui aurait pu être, car ce que j'avais maintenant semblait bien plus réel. Dans les semaines qui ont suivi, des rumeurs me sont parvenues. Carlos et Linda avaient emménagé ensemble, mais le conte de fées qu'ils dépeignaient s'effilochait déjà. Rumeurs de disputes, de silence froid. Des amis qui trinquaient autrefois avec Anthony et Margaret lors de dîners évitaient maintenant leurs appels. Leur monde, si soigneusement organisé, se fissurait. Et le mien. Le mien ne faisait que recommencer. Dans les jours qui ont suivi la fête de la liberté, l'air semblait différent, plus léger, comme si le poids qui pesait sur ma poitrine depuis des mois s'était enfin dissous. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais marcher dans la rue sans avoir l'impression que des yeux étaient posés sur moi. Mais même dans ma nouvelle paix, des rumeurs me sont parvenues. Par des connaissances, par des amis d'amis, j'ai entendu les histoires. Carlos et Linda avaient emménagé ensemble. Un acte de défi, une tentative désespérée de prouver que leur trahison en valait la peine. Mais la réalité ne se plie pas longtemps au fantasme. Ils se disputent tout le temps, m'a confié une amie autour d'un café. Les voisins disent qu'ils se crient dessus dans le couloir. Linda l'accuse de cacher des choses. Et Carlos, eh bien, il n'a pas changé. J'ai essayé de ne pas m'en délecter, mais une partie de moi ne pouvait s'en empêcher. L'homme qui lui avait dit un jour, après le mariage, ce sera notre tour, lui donnait maintenant les mêmes évasions, les mêmes silences gardés, les mêmes excuses qu'il m'avait données. Les schémas ne disparaissent pas simplement parce que les joueurs changent. Quant à Anthony et Margaret, leur chute a été plus silencieuse mais plus nette. Les personnes même qu'ils avaient essayé d'impressionner, ces amis de la haute société qu'ils appréciaient plus que l'honnêteté, ont commencé à prendre leur distance. Lors des dîners, personne ne voulait poser de questions sur le mariage annulé. Lors des galas de charité, les chuchotements les suivaient comme des ombres. Ils avaient payé pour mon silence, oui, mais le silence n'efface pas la suspicion. Et dans le monde où ils vivaient, la suspicion était un poison. Pendant ce temps, ma vie, brisée et rafistolée, a commencé à prendre un aspect différent. La thérapie est devenue partie intégrante de ma routine. Au début, j'ai résisté. M'asseoir dans une pièce à démêler le nœud de mes 5 dernières années me semblait insupportable. Mais lentement, j'ai commencé à voir les fils pour ce qu'ils étaient, non pas les signes de mon échec, mais la preuve de tout ce que j'avais enduré. Certains jours, les souvenirs m'assaillaient encore. Le texto de Carlos, les messages photos sur la tablette, la façon dont l'email de Margaret m'avait traité d'hystérique. Ces jours-là, je me suis permis de faire mon deuil. Je me suis rappelé que la guérison n'était pas une ligne droite. Mais d'autres jours, je me sentais forte. Je sentais les contours de moi-même se redessiner. La femme que j'étais avant Carlos, avant la manipulation, avant le poids de leurs attentes, elle était toujours là. Elle avait juste été ensevelie. Le fonds d'évasion est devenu mon symbole de cette force. Un soir, j'étais assise à mon bureau, fixant le solde du compte d'épargne, 24 750 $. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était la justice cristallisée, la preuve que j'avais survécu et que je m'étais défendu. J'ai réservé un voyage, 2 semaines dans les montagnes. Pas de réseau cellulaire, pas d'obligation, juste moi. La terre ferme et un silence qui m'appartenait. Quand l'avion a atterri et que je suis sorti dans l'air vif de la montagne, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une liberté si vaste qu'elle m'a presque fait peur. J'ai marché jusqu'à ce que mes jambes me brûlent. Je me suis tenu sur des falaises où le monde s'étendait à l'infini sous moi. Et à chaque pas, à chaque respiration, le passé semblait plus lointain. Là, entouré de rien d'autre que de pierre et de ciel,
je me suis murmuré, tu n'es pas brisé. Tu es libre. Pourtant, les cicatrices sont restées. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai lu le texto de Carlos, le moment où mon estomac s'est noué et où mon monde s'est fendu en deux. Je n'oublierai jamais le regard vide sur son visage à travers la vitre de la cabine de ce camion de déménagement. Je n'oublierai jamais la façon dont Anthony et Margaret se déplaçaient comme des robots, froids et furieux, en chargeant des cadeaux qu'ils avaient espéré parader comme leur propre générosité. Mais les cicatrices ne me définissaient pas. Elles étaient des rappels, des avertissements, des leçons gravées en moi avec une précision douloureuse. Et surtout, elles me rappelaient que je m'étais choisi. Un soir, de retour de mon voyage, je me suis assise sur mon balcon avec un journal sur les genoux. J'ai commencé à écrire, non pas sur la trahison, non pas sur la manipulation financière, mais sur les petits moments de survie. La façon dont les bras de Samantha m'avaient maintenu ensemble cette nuit-là sur le sol avec des plats à emporter et du whisky. La façon dont Maya m'avait fait rire quand le rire semblait impossible. La façon dont ma mère, douce et discrète, avait dit à Margaret de ne plus jamais appeler. Ce sont ces moments qui m'ont sauvé. C'étaient les vrais cadeaux. Et en écrivant, j'ai réalisé quelque chose. Malgré toute la douleur que Carlos et sa famille avaient causée, ils n'avaient pas pris la chose la plus importante. Ils n'avaient pas pris ma capacité à aimer, pas l'amour romantique, mais l'amour véritable. L'amour enraciné dans la loyauté, l'honnêteté et la vérité. Et peut-être qu'un jour, quand je serai prête, je m'ouvrirai à nouveau à cela. Mais pour l'instant, j'étais satisfaite. Satisfaite de la liberté pour laquelle je m'étais battue. Satisfaite des cicatrices qui racontaient mon histoire. Satisfaite du silence que j'avais gagné. Ce soir-là, j'ai fermé le journal et j'ai chuchoté dans le calme, je ne suis pas leur méchante. Je ne suis pas leur victime. Je suis moi, et j'ai survécu. Je n'aurais jamais pensé être le genre de femme à raconter mon histoire à des inconnus. Pendant si longtemps, j'ai cru que le silence était plus sûr. Que si je gardais la tête basse, si j'endurais en silence, la tempête passerait. Mais les tempêtes ne passent pas simplement parce qu'on refuse de regarder le ciel. Elles passent quand on y survit. Et j'y ai survécu. Cela fait des mois depuis cette nuit où je me tenais sur une falaise dans les montagnes, me chuchotant que j'étais libre. Des mois depuis que la salle de bal a résonné de rires qui étaient les miens, non pas empruntés, non pas exigés. Des mois depuis que le nom de Carlos a cessé de vivre sur ma langue comme une blessure. Certains jours, le passé persiste encore. Je me surprends à sursauter au son d'une notification, m'attendant à moitié à ce que ce soit un autre message manipulateur. Ou je passe devant la vitrine d'une boutique de mariage et je sens une pointe aiguë dans ma poitrine. La guérison n'est pas linéaire. Les cicatrices ne disparaissent pas. Mais les cicatrices ne signifient pas que vous êtes brisé. Elles signifient que vous avez guéri. La thérapie m'a appris cela. Assise dans une pièce calme, démêlant 5 années d'un amour qui n'a jamais été de l'amour, j'ai appris avec quelle facilité la confiance peut être utilisée comme une arme. Comment des gens comme Anthony et Margaret créent des illusions si soigneusement que l'on confond le contrôle avec l'attention. J'ai aussi appris quelque chose de plus important, que j'avais ignoré ma propre voix pendant trop longtemps. Mes instincts avaient chuchoté, puis supplié, puis hurlé, et je les avais enterrés sous des excuses. Parce que je voulais le rêve, parce que je voulais croire. Maintenant, j'écoute la petite voix dans ma poitrine qui dit « ça ne me semble pas juste ». Au resserrement de mon estomac qui m'avertit quand quelque chose ne va pas, à la liberté de me choisir, même quand cela me terrifie. Quant à Carlos, je ne pense plus à lui avec colère. Du moins, pas tous les jours. La colère est épuisante, et il ne vaut pas autant de mon énergie. Ce que je ressens maintenant, c'est de la pitié. Il a échangé une vie avec quelqu'un qui se serait battu pour lui aurait pardonné, aurait construit avec lui, contre des secrets, des mensonges, une fantaisie creuse. Il a échangé la loyauté contre un frisson. Et à la fin, il se retrouve avec les mêmes schémas, les mêmes évasions inquiètes, les mêmes défauts qui nous ont brisés. Linda n'est pas son salut. Elle n'est que sa répétition. Et peut-être que c'est une punition suffisante. Anthony et Margaret, ils se sont tus. Leur réputation a été sauvée en fragments, mais jamais entièrement rétablie. J'entends parfois leur nom au passage, toujours suivi d'une pause, d'une voix basse. Ah, tu as entendu ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Pour des gens qui mesuraient autrefois leur valeur à la brillance de leur nom dans les cercles de la société, c'est une condamnation à mort.
Je n'ai pas eu à les détruire. J'ai seulement eu à laisser la vérité exister. Et la vérité, laissée à respirer, est dévastatrice en elle-même. Quant à moi, ma vie n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas d'amour soudain qui vient me guérir. Pas de montage hollywoodien où tout se met parfaitement en place. Mon histoire ne consiste pas à remplacer ce que j'ai perdu. Elle consiste à réaliser que je n'ai jamais vraiment rien perdu qui valait la peine d'être gardé. La femme que j'étais avant Carlos, la femme qui aimait farouchement, qui rêvait audacieusement, qui faisait trop confiance. Elle est toujours là. Mais maintenant, elle est tempérée, plus vive, plus sage. Je ne regrette pas d'avoir aimé. Je ne regrette pas d'avoir cru. Ce que je regrette, c'est de m'être tu si longtemps. Cela n'arrivera plus jamais. Parfois, tard dans la nuit, je pense encore à la salle de bal, au lustre projetant une lumière dorée sur des visages en qui j'avais confiance, sur l'homme qui était censé être le mien. Et puis je me souviens de la nuit de la fête de la liberté, quand ces mêmes lustres brillaient sur des rires, sur la loyauté, sur un amour véritable. La même pièce, deux vérités différentes. Cela me rappelle que les lieux, comme les gens, ne sont pas maudits. Ce ne sont que des chapitres. Et c'est à nous de décider comment nous les fermons. Aujourd'hui, je ferme ce chapitre. Le fonds d'évasion est toujours là, bien qu'il se soit transformé. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est une promesse à moi-même. Un rappel que je ne laisserai plus jamais personne me rabaisser. Que j'aurai toujours les moyens et le courage de partir. Parfois, la justice n'est pas bruyante. Parfois, ce n'est pas une victoire au tribunal ou une humiliation publique. Parfois, la justice est silencieuse, méticuleuse et dévastatrice dans sa précision. Ma justice, c'était des feuilles de calcul, des lettres recommandées, un virement bancaire et une fête de la liberté sous des lustres en cristal. S'il y a une chose que je veux que quiconque retienne de mon histoire, c'est ceci, écoutez-vous. Faites confiance à la voix dans votre poitrine. Ne la faites pas taire pour l'amour, la famille ou les apparences. Les gens qui vous aiment vraiment ne vous demanderont jamais ce silence. Et parfois, la chose la plus courageuse, la plus difficile, la plus puissante que vous puissiez faire, c'est de partir. Alors que j'écris ces derniers mots, le soleil se lève devant ma fenêtre. La ville s'éveille en contrebas, mais ici, il n'y a que la lumière qui se déverse sur le sol. Je ferme le journal, je pose mon stylo et je laisse le silence s'étirer. Pas le silence étouffant de la trahison, mais le silence calme de la paix. Je suis marqué par les cicatrices, mais je suis libre. Et pour la première fois depuis des années, je le suis enfin, véritablement.